innocents se retrouvent condamnés. Vis-à-vis à leurs droits, parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droits. Il vous parle de droits. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International. Réel plaisir de savoir que vous êtes bel et bien branchés à cet instant pour suivre votre émission juridique Injusticia. Eh bien, fidèles téléspectateurs de la DRTV, je vous informe que nous parlerons aujourd'hui sur la procédure civile et ses éléments avec invité Maître Gabriel Ombessa, avocat à la Cour. Avec lui, nous allons partager bien ces thèmes et il nous expliquera en long et en large avec toute éloquence. Alors, Maître Ombessa, je vous salue. Bonjour, madame. Bienvenue sur Injusticia. Merci bien. Merci. Alors, Maître, que direz-vous aux téléspectateurs qui vous suivent à cet instant? Bon, je vais leur dire que la procédure civile, c'est le thème du jour, je crois. Oui. C'est véritablement la marche du procès civil, en fait. La procédure civile, c'est la marche du procès. C'est-à-dire que les principales étapes qu'un procès doit suivre pour déboucher sur un jugement civil. Voilà, Maître, nous allons y arriver. Alors, à présent, j'aimerais d'abord savoir, que direz-vous par rapport aux téléspectateurs qui vous suivent à cet instant par rapport à notre thème? Non, c'est un thème très intéressant, en fait. Parce que quand on vit dans une société, forcément, il y aura des litiges entre sujets de droit, hein, entre citoyens. Et ces litiges-là, eh bien, il y a un procédé à travers lequel ils peuvent être jugés, recevoir des jugements. Et ce procédé-là, ou ces procédés-là, sont, disons, prévus par la procédure civile. Donc c'est un thème très important. C'est un thème en fait qui concerne tous les Congolais en fait. Voilà, alors Maître, je voulais savoir qu'est-ce qu'une procédure civile et quelle serait son importance en fait? D'abord, la procédure civile, en fait, ce sont des règles prévues par la loi, oui, prévues par le législateur, permettant aux citoyens de saisir les tribunaux d'un litige, hein, afin que ceux-ci, eh bien, jugent ce litige-là. C'est un ensemble de règles en fait prévues par la loi, prévues par le législateur, afin de permettre aux sujets de droit, hein, qui sont en délicatesse avec d'autres sujets de droit, hein, de pouvoir bien juger le litige qui les oppose en fait. C'est ça la procédure civile. C'est un ensemble de règles en fait. Voilà. Maître, alors, qu'est-ce qu'une action en justice? On entend souvent parler de cette action. J'aimerais savoir exactement qu'est-ce qu'une action en justice, en fait. Une action en justice, c'est une liberté publique, en fait. C'est un droit, une voie de droit prévue par la loi et permettant à tout sujet de droit de saisir les tribunaux à l'effet de juger l'affaire pour laquelle les tribunaux sont saisis. Donc, en résumé, une action en justice, c'est une liberté publique. Voilà, Maître, alors quelle est la différence entre l'action en justice et la demande en justice? Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les deux actions? Il y a une grande différence, mais il faut d'abord que j'apporte un éclairage sur l'action en justice. L'action en justice, c'est une voie de droit, une liberté publique prévue par la loi, qui confère à tout citoyen de droit et qui est en litige avec notre sujet de droit,
de saisir les juridictions à l'effet de voir celle-ci juger cette affaire-là, juger le litige en fait. C'est prévu par la loi. Vous aviez dans notre code de procédure civile, ce qu'on appelle le code de procédure civile, commerciale, administrative, financière, vous aviez des textes qui prévoient comment saisir le tribunal, comment procéder. Et ces textes-là énoncent en fait ce qu'ont l'action en justice. Aujourd'hui, si vous aviez vendu un bien à quelqu'un, le prix est convenu, et que la personne qui a acheté ce bien-là ne vous a versé qu'un acompte, et il vous reste un solde à vous payer, mais qu'il ne paye pas ce solde-là, vous êtes en droit aujourd'hui de saisir le tribunal d'une action contre une action en paiement du solde de prix. Mais comment vous allez faire? Vous saisissez le tribunal d'une requête. Vous dites au tribunal, voilà, je suis en relation d'affaires avec cette personne, elle me doit de l'argent, elle me doit le solde de prix de vente qui n'est pas payé depuis, par exemple, plusieurs mois. Et le fait de saisir le tribunal d'une requête au fin de voir le tribunal condamner ce monsieur qui vous doit de l'argent, de payer, c'est une action en justice que vous exercez. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est une voie de droit. On appelle ça même un droit subjectif. C'est ça l'action. En fait, de manière plus claire, plus concrète, vous exercez par là une action en justice. Alors, en quoi ceci est-elle différente d'une demande en justice? La demande en justice, en fait, c'est... Bon, il faut faire un distinguo. L'action en justice, c'est l'action à travers laquelle le tribunal est saisi d'une prétention, afin de voir cette prétention exécutée, respectée. Maintenant, la demande en justice, ce sont les prétentions que vous formulez dans votre requête. C'est le fait de saisir le tribunal et de lui dire, moi je saisis votre tribunal parce que X a fait ceci, parce que Y a fait cela. C'est ça la demande en justice. En fait, c'est toutes les prétentions que vous formulez pour que le tribunal puisse y donner suite. Voilà, alors quelle serait la nature de l'action en justice? L'action en justice, c'est une voie de droit, c'est une liberté publique. La loi dit que toute personne qui est en délicatesse avec une autre personne et qui veut voir son droit subjectif être respecté, il doit saisir les juridictions en vertu de tel texte de loi. Parce que l'action en justice est prévue par la loi. Donc c'est le législateur qui définit l'action et qui l'encadre aussi juridiquement. Alors que la demande en justice, en fait, c'est toutes les prétentions qu'on formule. C'est pourquoi vous saisissez le tribunal. Voilà, alors, maître, Donc l'action en justice, c'est une liberté publique, c'est une voie de droit. Oui. C'est une liberté publique prévue par la loi qui confère aux citoyens qui sont en litige avec un autre citoyen, de saisir les juridictions aux fins ou à l'effet de voir ces juridictions juger une affaire. Voilà. Alors, maître, je voulais encore savoir quelles sont les sources de la procédure civile, parce que c'est donc ça notre thème du jour, bien sûr. Vous savez, la procédure civile, a pour source principale, basique, on pourrait dire, c'est la loi. Vous avez la loi, vous avez les décrets, en fait, vous aviez la loi et les décrets et les arrêtés ministériels, en fait. En fait, la procédure civile a pour source la loi et les règlements. Quand je parle de règlements, je vois les décrets, les arrêtés ministériels. Par exemple, aujourd'hui, l'action en justice est prévue par le CPC-CAF. C'est parce que là, j'ai pas
Je n'ai pas pris la précaution d'avoir ça. Mais j'aurais bien pu vous citer les articles. Donc, les sources de la procédure civile, vous avez, en premier lieu, vous aviez la loi, et puis vous avez les règlements. Quand règlement, ça veut dire, il y a les décrets, hein, il y a les arrêtés ministériels. Aujourd'hui, si vous avez un ministre qui est diligent, qui est très entreprenant, il peut dire, bon, écoutez, on va réformer, par exemple, le code du travail, le code pénal, hein, le code de procédure civile, commerciale. Et si, grâce à ces diligences, il arrive à codifier tout ça, et puis après, il fait quoi? Voilà, donc je disais, pour résumer, les sources principales de la procédure civile, vous avez la loi, vous avez les règlements. Maître, comment ferez-vous la différence entre la loi et les règlements? La différence... Parce que ça semble être pareil. Non, non, c'est pas la même chose. La loi, c'est celle qui est votée par le Parlement. La loi, c'est celle qui est votée par le Parlement. Vous aviez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat. C'est cette institution-là qui crée la loi. Elle est d'origine parlementaire. Elle est votée par le Parlement, par les représentants de la nation. C'est comme ça qu'on les appelle généralement. Donc la loi, elle est d'origine parlementaire. Alors que le règlement, elle est d'origine... En fait, c'est l'apanage de l'exécutif. Hein, vous aviez le chef de l'État, le président de la République, les ministres. Donc, quand dans le vocable règlement, vous aviez tous les actes par le pouvoir exécutif. Donc, parmi ces actes, vous aviez le décret, vous aviez les arrêtés ministériels, principalement. Voilà. Qu'entendez-vous par la conciliation? Qu'est-ce qu'une conciliation en fait? Bon voilà, la conciliation, c'est un mode de règlement. Il y a des textes qui prévoient qu'avant de pouvoir juger l'affaire au fond, le juge doit d'abord, préalablement, permettre aux parties de se concilier. Ça veut dire quoi? Donc le juge, il invite d'abord la personne qui a saisi le tribunal d'un litige. Et alors, il invite également la partie qui est en défense. Et à ce moment-là, il appartient à la partie qui est en défense. Par exemple, je vous prends l'exemple du tribunal du travail. Toute affaire, avant d'être jugée par le tribunal du travail, doit préalablement faire l'objet d'une conciliation. Donc le juge recherche d'abord la conciliation des parties. C'est-à-dire qu'en fait, il demande aux parties si vous pouviez vous-même trouver une solution amiable avant de pouvoir la juger. Voilà. Donc, à l'audience, il y a une audience de conciliation qui est prévue. Et à cette audience-là, le président vérifie si la partie qui est en défense, si elle est à même de pouvoir régler amiablement l'affaire. Si les prétentions du demandeur, si elles recueillent l'agrément du défendeur, en fait. Maître, croyez-vous vraiment que la conciliation, c'est une meilleure chose à faire? Parce que vous risquez de ne plus avoir des dossiers, apparemment. Non, la conciliation, c'est une très belle question, en fait. Hein. Elle est pertinente, très pertinente. Non, c'est vrai que... Mais, bon, là... parce que quand une affaire débouche d'une conciliation des parties, l'avocat, d'une certaine façon, est dépossédé du dossier. Ça, c'est évident. Parce que la procédure ne sera plus en cours. S'arrêtera.
puisque la conciliation a pour conséquence l'extinction du litige. Donc, à ce moment-là, vous êtes amené à concevoir un protocole d'accord. Surtout en matière devant le tribunal du travail, il y a un procès verbal de conciliation qui est signé par les parties. C'est vrai que une affaire qui débouche d'une conciliation dépouille par ce fait même l'avocat ou les avocats. Bon. Mais, vous savez, sur 10 affaires qui sont portées à la condition du tribunal du travail, vous ne trouvez peut-être qu'une seule affaire qui fera l'objet d'une conciliation. Hein. Maître, est-ce que la conciliation, ça concerne juste la matière civile? Non, la conciliation, non, pas seulement la matière, non, la matière sociale. Ça concerne la matière sociale, ça concerne la matière civile aussi, parce que en matière de divorce, lorsque le tribunal est saisi d'une requête de divorce, il y a un préalable préliminaire de conciliation qui doit être respecté. Le juge a pour mission prioritaire de vérifier que les époux eh bien, maintiennent leur volonté. En matière de divorce, il y a ce qu'on appelle le préliminaire obligatoire de conciliation. Il y a une phase de conciliation des époux, et ici, qui est sanctionnée par ce qu'on appelle l'ordonnance de non-conciliation. Et à ce moment-là, dès qu'il y a une ordonnance de non-conciliation qui est prise par le juge, à ce moment, l'affaire est portée à la connaissance de la juridiction, enfin de jugement, de juge du fond. Là, ça devient la partie contentieuse de la procédure de divorce. Vous avez également une conciliation que peut demander une partie. Une partie peut dire, j'ai une affaire, mais je pense que... Mais ça, il faut le demander au juge. Hein. Maître, qu'est-ce qu'une transaction? Une transaction, c'est... En fait, c'est un procédé qui permet aux parties d'éteindre l'instance. Bon, il peut arriver que dans une affaire qui a fait l'objet déjà d'un contentieux, que les parties s'imaginent que finalement, au lieu de continuer la procédure, parce que une procédure, ça veut dire c'est de l'argent, c'est du temps, c'est de l'énergie aussi. Hein. Les parties peuvent convenir de mettre fin au litige, en fait. C'est ça la transaction. Mettre fin au litige. Alors là, en transigeant, c'est-à-dire en abandonnant certaines de ses prétentions. Je dis, bon, on ne peut pas toujours tout gagner. Hein. On met un peu dedans son vin. Donc on rédige un protocole de transaction. Et ce protocole de transaction a la même force juridique qu'un jugement. Et à ce moment-là, elle a la vertu, elle a la vocation de mettre fin au litige. Pouvons-nous dire alors que la transaction peut-elle faire partie du mode de résolution de conflits? Oui, c'est un mode alternatif de règlement de conflits. Oui. Ok. Alors, quelles seraient les conditions pour y parvenir? Bon, pour y parvenir, il faut vraiment que les parties soient de bonne foi. Injusticia. Voilà, Injustice en continu, toujours sur le thème la procédure civile et ses éléments fondamentaux, avec comme invité Maître Gabriel Ombessa, avocat à la Cour. Alors, Maître Gabriel, parlons à présent du protagoniste. On a différents intervenants, tels que le parti, les juges, le ministère public et les tierces. Comment les expliquerez-vous, y compris leurs exemples? Ah oui, d'accord. Bon, les parties au procès, en fait, ce sont les acteurs principaux du procès. Les protagonistes du procès. Ce sont ceux-là qui font le procès. C'est le demandeur au procès et le défendeur au procès. Maintenant, vous aviez un autre personnage qui peut surgir dans un procès, qu'on appelle un intervenant volontaire. Ou alors une personne qui est mise en cause. Il y a aussi les tiers. Les tiers sont ceux qui n'ont rien à voir avec le procès, qui n'ont aucun rapport avec le procès, mais qui peuvent intervenir dans le procès
hein, parce que soit ils vont éclairer la religion du tribunal, soit ils sont concernés d'une certaine façon. Des gens comme des témoins. Oui, les témoins, les sachants, ce sont les tiers au procès. En fait. Mais là, évidemment, pour faire intervenir un témoin dans une affaire, il faut d'abord que le tribunal ait rendu ce qu'on appelle un jugement avant de dire droit. Parce que il y a ce qu'on appelle l'effet relatif aussi des jugements. Le jugement qui est rendu par un tribunal entre les parties ne concerne pas les tiers. Les tiers, ce sont ceux-là qui n'ont pas vu et qui n'étaient pas partis au procès en fait. Qui n'ont pas participé au procès, qui ne sont pas concernés par le procès. Ce sont ceux-là qu'on appelle les tiers. Ils sont étrangers au procès. Alors, qu'est-ce qu'un juge? Y a-t-il une différence entre un juge et un ministère public, ou appelé communément le magistrat du parquet ou les magistrats debout? Y a-t-il une différence entre les juges qui sont le magistrat assis ou qui sont également le magistrat du tribunal? Maintenant, je voulais savoir leurs différentes fonctions en fait. Ah oui, mais un juge en fait, c'est déjà celui qui a la fonction, qui assume la fonction de juger les affaires. Le juge juge les affaires. Il assume là une fonction essentielle en fait. Le juge dit le droit. Il juge l'affaire, il dit le droit en fait. C'est lui qui applique la loi. Le juge a pour objet essentiel, ou objet basique, l'application de la loi. C'est son rôle en fait. Le droit est l'apanage du juge. Le droit est l'apanage du juge. Maintenant, il faut opérer un distinguo entre le juge proprement dit, c'est-à-dire que le juge du siège, celui qui dit le droit, qui juge les affaires, et le magistrat du parquet. Le magistrat du parquet, lui, en fait, il dépend en fait, du ministère de la Justice directement. Parce qu'il peut recevoir des instructions du ministère de la Justice relativement à une affaire. Lui, il est là, en fait, pour pour sauvegarder l'ordre public et assurer l'exécution des décisions de justice. C'est ça son rôle, oui. S'il y a trouble public, c'est le magistrat du parquet qui intervient, qui agit. S'il y a une difficulté, si un jugement, je rencontre une difficulté d'exécution, le parquet, il prêtera sa main forte. C'est le rôle du parquet d'assurer de l'exécution des décisions de justice. Parce que sous son autorité, il a la police, il a la force publique. Donc il peut faire mouvoir la police pour pouvoir aider l'huissier de justice à exécuter une décision de justice. Donc ce sont des fonctions bien différentes. D'ailleurs, le magistrat du parquet ne rend pas des décisions de justice. Il prend des réquisitions en fait. Bon, il donne des ordres, mais ce ne sont pas des décisions de justice. Maître, il y a quelle différence entre le demandeur et le défendeur? Ah, une différence fondamentale en fait. C'est ce qu'on appelle les protagonistes du procès, les acteurs principaux du procès. Ce sont ceux-là qui font mouvoir en fait la machine judiciaire. Le demandeur au procès, c'est celui qui estime que ses intérêts subjectifs ou ses droits subjectifs ont été violés. Donc, se sentant lésé, alors il saisit le tribunal pour que celui-ci instruise l'affaire et la juge. Maintenant, c'est ça le demandeur au procès. C'est celui qui saisit le tribunal d'un litige, afin de voir celui-ci juge cette affaire-là. Maintenant, le défendeur au procès, c'est celui qui est traîné devant le tribunal. Si aujourd'hui, vous, ayant maille à partir avec Notre-Dame, et si vous saisissez le tribunal pour voir celui-ci juger cette affaire-là, eh bien, vous aurez alors à ce moment-là la posture de demandeur au procès. Maintenant, celui que tu vas traîner devant le tribunal, celui qui t'a causé du tort, celui-là, on l'appellera défendeur au procès. Alors, quels seraient les différents avantages et désavantages de chaque partie au procès? On ne peut pas seulement raisonner en termes d'avantages, mais en termes de
d'intérêts en fait, des intérêts en présence. Les intérêts en présence sont très différents, ne sont pas les mêmes. Vous aviez un demandeur au procès. Lui, ce qu'il recherche, c'est de voir l'affaire porter à la condition de tribunal, être jugé rapidement. Recevoir exécution en même temps. Parce que quand tu sais le tribunal, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches en fait un résultat matériel. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un te doit de l'argent, qu'est-ce que tu vas rechercher? Que cet argent te soit payé. Mais alors qu'il te soit payé rapidement. Donc, ton intérêt à toi, voir la finalité pour laquelle tu poursuis le tribunal être réalisée, en obtenant un jugement bien sûr de condamnation, hein, et voir le tribunal juger l'affaire rapidement. C'est ce qu'on recherche en fait, celui qui saisit le tribunal. Mais non, celui qui est traîné dans le tribunal, le défendeur au procès, celui qui se défend. Son intérêt c'est quoi? Mais c'est d'abord repousser les prétentions de l'autre, les prétentions du demandeur au procès. Dire au tribunal que non, le monsieur qui a saisi le tribunal contre moi, ses prétentions ne sont pas fondées. Hein, et qu'il faut le débouter de toutes ses prétentions. Et il n'a pas intérêt à voir l'affaire être jugée rapidement aussi. Maître, est-ce possible qu'un demandeur devienne aussi un défendeur? Oui, il y a ce qu'on appelle, oui, aujourd'hui, oui, mais on appelle ça une demande reconventionnelle en fait. Aujourd'hui, on saisit le tribunal contre toi parce que tu es propriétaire d'un terrain, mais ce terrain fait l'objet d'un litige. Hein? On saisit le tribunal contre toi, et celui qui saisit le tribunal contre toi demande au tribunal de le déclarer propriétaire. Ah, mais toi, si tu as coché un avocat, l'avocat pourra dire non, mais cette personne a tort. En vérité, c'est moi qui suis propriétaire. Donc, reconventionnellement, je demande de me déclarer moi propriétaire. Donc là, je deviens demandeur reconventionnel. Alors que, à l'origine, originairement, tu avais la posture de défendeur au procès. Alors, quelles seraient les conditions pour une demande reconventionnelle, pour son existence? Oui, il faut que faut qu'il y ait un lien très étroit entre les différences internes. C'est-à-dire que, par exemple, le cas que je viens de donner là, on se dispute la même parcelle. C'est ça, non? Moi, je prétends être propriétaire. Mais je suis le tribunal pour que je sois déclaré propriétaire contre toi. Mais toi, tu fais quoi? Tu dis au tribunal que mes prétentions ne sont pas fondées. Hein, et qu'on me déboute de toutes ces prétentions-là. Et en revanche, reconventionnellement, je demande au tribunal de te déclarer propriétaire toi. À ce moment-là, le bien disputé soit le même, le lien juridique soit établi entre la chose pour laquelle je forme demande reconventionnelle, hein, et les prétentions de l'autre partie. Alors, quelles sont les conditions de la régularité de leur présence au procès? Pour saisir un tribunal, il faut avoir qualité. Il faut avoir qualité. Il faut avoir intérêt. Avoir qualité et intérêt. Avoir qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aies les aptitudes juridiques qui te permettent de saisir un tribunal. Par exemple, il faut être majeur. Un mineur ne peut pas saisir un tribunal. Il faut avoir qualité. Il faut que, par exemple, quand tu demandes, je prends un exemple. Quand tu demandes à un tribunal de te déclarer propriétaire d'une parcelle de terrain. Vous aimez bien parler des exemples de la propriété, maître. Non, mais c'est pour illustrer en fait ce que je suis en train de dire, mon propos. Quand vous saisissez le tribunal, au fait de vous déclarer propriétaire d'une parcelle de terrain. Mais il faut que vous ayez qualité. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez véritablement propriétaire de cette parcelle-là. C'est ça la qualité. Tu demandes au tribunal de te déclarer propriétaire, mais est-ce que tu as qualité? Est-ce que tu es propriétaire? Si tu demandes, tu sais, le tribunal, au fin au fin de te voir déclarer propriétaire, et que cette parcelle-là, c'est pas toi qui l'as achetée, tu n'as pas qualité. On te dire non, mais tu n'as pas qualité, monsieur, parce que tu n'es pas propriétaire. Donc il faut avoir qualité, intérêt.
et capacités. Maître, alors quelle serait la différence entre la représentation à l'action et la représentation à l'instance? Oui, c'est des notions très, très différentes, évidemment. La représentation à l'action, vous avez dit? Oui. Bon, en fait, représenter quelqu'un en justice, ça induit des conséquences juridiques. Parce que tous les actes que posera la personne qui représente, eh bien, vont lier la personne qui le représente. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on représente quelqu'un en justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les actes qu'il posera en justice, ces actes-là, eh bien, lieront la personne qu'il a représentée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne comprenez pas? Par exemple, aujourd'hui, je prends le même cas parce que vous allez me faire le reproche de ne reprendre que le même cas, mais... Non, pas de la propriété quand même, non, maître. mais je vais en prendre un autre, il n'y a pas de problème. Oui. En matière de divorce, par exemple. Quand vous supposez que vous soyez absente, c'est vous qui avez saisi le tribunal d'une demande de divorce et que vous soyez hors d'état d'être présent le jour de l'audience et que vous dites à votre sœur, par exemple, moi je suis absent de Brazzaville, mais j'ai une audience qui passera aujourd'hui, eh bien, allez me représenter. Mais le tribunal, le président du tribunal, quand il va le recevoir, va dire, mais madame, vous êtes qui? Ah non, je représente ma sœur qui est absente. Il dit, mais est-ce que vous aviez un mandat? C'est ça le tribunal, la question que le tribunal lui posera. Est-ce que vous aviez un mandat qui vous donne le pouvoir de représenter votre sœur? Mais si vous n'avez pas un mandat, le tribunal ne la recevra pas. Parce que, en fait, elle n'a pas reçu de vous l'autorisation officielle, c'est-à-dire le mandat, hein, de vous représenter. C'est pour vous dire que donner à quelqu'un le pouvoir de vous représenter en justice, ça induit des conséquences juridiques importantes. C'est pour cela il faut toujours, quand vous avez le projet de pouvoir vous faire représenter, il faut toujours bien prendre la précaution de faire établir bien avant un mandat, mais alors régulièrement fait. Nom, prénom, l'objet, la durée du mandat, pour que votre représentant soit valablement reçu par le juge. In Justicia. Et justice, on continue toujours sur le thème la procédure civile, ces éléments fondamentaux, avec comme invité Maître Gabriel Ombessa, qui est avocat à la Cour. Alors, Maître, je reviens à vous. Comment expliquerez-vous un litige? Qu'est-ce qu'un litige? Un litige, c'est juste un contentieux qui oppose les sujets de droit. C'est ça un litige, en fait. C'est rien d'autre que... C'est comme un conflit, alors? C'est un conflit. Mais c'est aussi une première procédure en instance. Un litige? Oui. Non, que ce soit en première instance, cour d'appel, cour suprême, c'est un litige. Voilà. Ça ne veut rien dire d'autre qu'un contentieux, qu'un conflit, en fait. Un conflit d'intérêt, voilà. Alors, comment expliquerez-vous la différence entre l'objet et la cause? Je vous assure, surtout en matière de procédure civile, c'est un débat juridique d'une profondeur insondable. L'objet de la demande, en fait, c'est ce que les parties recherchent en saisissant le tribunal. C'est ça, l'objet de la demande, c'est le but recherché par les parties ou par le demandeur au procès en saisissant le tribunal. C'est ça l'objet de litige. Par exemple, si aujourd'hui, moi je saisis le tribunal en matière de règlement de propriété, je saisis le tribunal
d'une requête en réclame propriété, ce que je recherche, l'objet du litige, le but que je recherche, la finalité que je poursuis, en saisissant le tribunal, eh bien, c'est d'obtenir du tribunal qu'il me déclare propriétaire d'une parcelle de terre. Par exemple, quelqu'un qui saisit le tribunal pour annuler une vente d'un bien acheté, l'objet de litige, le but recherché en saisissant le tribunal ou la finalité poursuivie, c'est l'annulation de la vente. Ça, c'est l'objet de litige. Ce qu'on demande au tribunal, pourquoi on l'a saisi, ce que nous recherchons en saisissant le tribunal. C'est ça qu'on appelle l'objet de litige. C'est fondamental. Parce qu'il y a les grands professeurs qui ont théorisé ce concept-là. Alors, en quoi ceci est distingué de la cause? La cause de la demande, c'est un ensemble de faits destinés en fait à soutenir l'objet du litige. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que l'objet du litige, je l'ai déjà expliqué, ça veut dire simplement ce que nous, lorsque nous saisissons le tribunal, quelle est la finalité que nous poursuivons. C'est ça l'objet du litige. On ne saisit pas le tribunal sans raison. Si tu sais le tribunal, ça veut dire que tu recherches, tu veux que le tribunal fasse quelque chose pour toi. Tu comprends, non? Maître, j'aimerais un peu encore savoir quelle différence existe-t-il entre le droit privé et les droits publics? Oh, une différence très simple, parce qu'en fait, le droit public, c'est le droit qui concerne tout ce qui a trait à l'État. Tout ce qui a trait à l'État, en fait. Par exemple, vous avez du droit public, du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, c'est un droit qui se focalise uniquement sur les textes qui gouvernent un État. Simplement. Vous avez du droit administratif. C'est le droit qui régit tout ce qui concerne les établissements publics, ou alors tout ce qui a trait à l'État aussi. Parce que quand vous avez le droit administratif, enfin pas seulement l'État, mais le gouvernement, l'exécutif, le droit administratif, c'est quoi? C'est un droit qui concerne, enfin c'est un droit qui rassemble les règles concernant l'exécutif, simplement. Parce que là, vous aviez les grands services publics, vous aviez les établissements publics, vous aviez les communes, les collectivités locales. Donc toutes les règles qui régissent toutes ces institutions-là font partie de ce qu'on appelle le droit administratif. Alors que le droit privé, ça concerne les individus. Simplement. C'est le droit qui régit les rapports entre les sujets de droit privés. C'est tout. Ça régit les rapports entre les sujets de droit non publics. C'est-à-dire que les citoyens, les individus, ça n'a rien à voir avec l'État. Vous parlez de procédure civile, non? Non, c'est l'ensemble de règles qui gouvernent le jugement des affaires civiles. Ou la marche que doit suivre, les affaires portées à la connaissance de juge civil. Maître, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Ma dernière question est de savoir, est-ce que toute personne victime d'une infraction peut se faire indemniser devant la juridiction pénale? Oui. Comment? Mais bon, il y a plusieurs voies de droit pour saisir le juge pénal. Vous aviez la citation directe, mais là c'est pour les procédures qui ne sont pas complexes, des affaires simples, dans lesquelles on identifie les auteurs, les co-auteurs, les complices éventuellement, où les faits ne présentent pas une certaine complexité. Ça se parle là-bas de la citation directe. Vous aviez la plainte simple, qui est celle qui est portée à la connaissance du procureur de la République. Et vous aviez la plainte avec condition de partie civile. Là, vous c'est le juge d'instruction. Donc, toute infraction à la loi pénale autorise ou met la personne ou met la victime en droit de saisir les juridictions pénales
pour obtenir de celle-ci un jugement correctionnel ou un jugement criminel ou une décision criminelle. Merci Maître Gabriel d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et j'espère revenir devant vous pour répondre à d'autres questions. Voilà Maître. In justitia. Comment traduirez-vous l'adage Iura vigilantibus non dormentibus prosunt? Le droit vient au secours de ceux qui veillent et non de ceux qui dorment. In justitia. Et voilà, ça n'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous avons eu à parler sur la procédure civile et ses éléments fondamentaux avec comme invité Maître Gabriel Ombessa, avocat à la Cour. Et je remercie toute mon équipe technique et moi, la vôtre, Adams Malaika. Je vous retrouve prochainement. Ciao. Des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droits. Il vous parle de droits. In Justicia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. In Justicia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.